Et si je vous disais que quelques petits gestes effectués chaque mois peuvent complètement transformer la relation que vous avez avec votre argent? On est le 2 du mois et vous venez de recevoir votre paye et vous vous dites ça y est, je vais enfin pouvoir m'acheter la nouvelle paire de chaussures que je voulais tant, aller au cinéma et pourquoi pas fêter ça avec un restaurant. Mais avec ce mode de vie, vous arrivez très vite à un découvert à la fin du mois et avec le sentiment de ne pas être assez riche pour être heureux. Aujourd'hui, on va voir ensemble toutes les choses que vous pourriez mettre en place en début de chaque mois pour éviter d'en arriver à ce genre de situation et devenir progressivement libre financièrement. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui parle essentiellement de finances et d'investissement. Je vous partage toutes mes astuces et mes stratégies pour placer intelligemment votre argent. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir mon travail, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus tarder, on va du coup passer à la première chose que vous pourriez faire dès que vous recevez votre paye, qui est pour moi la plus importante mais peut-être aussi la plus fastidieuse. À mon sens, le plus important, c'est de tenir ses comptes et de faire un budget. Ça vous permettra de catégoriser chacune de vos dépenses, mais aussi de les conscientiser et peut-être de les hiérarchiser de la plus utile à la plus accessoire. On a souvent tendance à voir les entrées d'argent comme une somme à dépenser, mais on a du mal à voir cet argent comme un potentiel investissement qui pourrait nous rapporter plus. Pour faire vos comptes, vous pouvez tout simplement utiliser un tableur Excel et pas besoin qu'il soit trop sophistiqué. L'idéal, c'est qu'il reste clair et simple d'utilisation pour que vous ayez envie de le remplir systématiquement chaque mois. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à aller voir les différentes vidéos de budget qu'a fait Valérie sur YouTube, puisqu'il y a toute une série par rapport à ça dans laquelle elle prend le temps de détailler son budget, mais aussi de présenter la manière dont elle a imaginé son tableur. Et je me suis moi-même du coup inspirée de ces vidéos et de son travail pour construire mon propre tableur de budget. Comment fonctionne ce type de tableur? Donc pour faire simple, il suffit de créer des grosses catégories de dépenses qui vont dépendre un petit peu de votre mode de vie. Le plus simple selon moi, c'est de créer une catégorie de dépenses fixes avec par exemple le loyer, les assurances et tous les prélèvements un petit peu que vous êtes obligé d'avoir chaque mois, et des catégories de dépenses un peu plus variables comme la nourriture, les transports, tout ce qui est essence, tout ce qui est sortie, shopping, etc. L'idée ici, c'est pas forcément d'être le plus exhaustif possible par rapport aux catégories, mais c'est surtout d'avoir une vue d'ensemble et d'avoir un fonctionnement qui est organisé et qui corresponde le mieux à votre style de vie. Et comme pour tout dans la vie, demandez-vous à chaque fois pourquoi vous faites les choses. Là, quel est l'objectif de ce tableur? Qu'est-ce qui va vous apporter concrètement? Selon moi, l'objectif principal de ce tableur, c'est d'identifier vos principaux postes de dépenses de manière à pouvoir après les ajuster et avoir un contrôle dessus. Ici, si je prends l'exemple de mon tableur, je vois pas trop d'intérêt à diviser la catégorie bar, café, restaurant en 3 catégories distinctes, tout simplement parce que je ne sors pas souvent dans ces différents lieux, donc quoi qu'il arrive, ça va pas représenter une trop grosse dépense pour moi. Par contre, j'aime bien avoir un regard assez précis sur mes abonnements parce que j'estime que ça peut vite peser très lourd dans un budget, et c'est pour ça que plutôt que d'avoir une grosse catégorie abonnement, j'ai préféré lister directement les différentes plateformes. Mais tout dépend encore une fois de votre mode de vie et de la manière dont vous dépensez majoritairement votre argent. En haut du tableur, je vous invite à indiquer toutes vos rentrées d'argent et là, essayez de ne rien oublier, donc que ce soit le salaire, les pensions alimentaires, les cadeaux que vous avez pu recevoir pour un anniversaire ou alors les ventes Vinted par exemple. Et en bas du tableur, je trouve intéressant de créer une catégorie dédiée spécifiquement à l'épargne et aux investissements. Je trouve ça vraiment bien d'en faire une catégorie spécifique parce que pour moi, c'est pas une dépense, c'est une manière de faire travailler votre argent et c'est complètement différent. En comptabilité, ici, on n'aurait eu que 2 catégories puisqu'on aurait eu le crédit d'une part et le débit. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment de faire les comptes, c'est plutôt d'avoir une vision globale sur tout ça et de rendre un petit peu notre argent concret. Et une fois que tout ça c'est fait, il ne vous reste plus qu'à compléter chaque mois ce tableur en prenant soin de n'oublier aucun de vos comptes. Si vous avez différents comptes dans plusieurs banques par exemple, pensez à bien additionner vos différents comptes courants. Et tout comme le fait Valérie avec son budget, je vous invite à créer une colonne objectif qui correspond à toutes les dépenses que vous souhaiteriez faire idéalement dans chaque catégorie. Donc là, il s'agit à la fois d'être ambitieux mais aussi réaliste par rapport à vos dépenses et surtout par rapport à ce que vous pourriez mettre dans la catégorie épargne et investissement. Et l'idée chaque mois, c'est de comparer vos dépenses avec les dépenses de la colonne objectif et d'essayer de s'en rapprocher le plus possible. On arrive maintenant à la seconde chose que vous devriez faire chaque mois dès que vous recevez votre paye, c'est d'appliquer la règle des 50-30-20. Cette règle, c'est tout simplement une méthode de gestion budgétaire qui a été développée et présentée en 2005 par la sénatrice américaine Elizabeth Warren. Cette règle consiste à répartir vos revenus selon 3 catégories distinctes. 50% de vos revenus devraient être dédiés à des dépenses fixes, comme on le disait tout à l'heure, par exemple le loyer, les assurances, le crédit, etc. 30% de vos dépenses devraient être liées plutôt au loisir, donc à tout ce qui relève de l'envie et qui n'est pas nécessaire en soi. Et 20% de votre budget devrait être consacré à l'épargne et aux investissements. Alors tout ça, ça reste une ligne directrice et moi je vous invite à essayer de l'adapter à votre situation.
Il y a plein de manières de faire. En fait, l'objectif de cette règle, c'est surtout de vous pousser à mettre de l'argent de côté chaque mois. Idéalement 20%, mais on est bien d'accord que 20%, ça peut représenter beaucoup pour quelqu'un qui a des faibles revenus et ça peut en revanche paraître très peu pour quelqu'un qui gagne bien sa vie. Si 15% d'épargne, ça représente déjà un gros effort pour vous, vous pouvez partir sur cette base-là. L'idée, c'est vraiment de prendre le réflexe d'épargner pour vous constituer un capital à long terme. Vous remarquez aussi qu'avec cette répartition, le total fait bien sens, ce qui signifie qu'à la fin du mois, il n'est pas censé vous rester de l'argent sur votre compte chèque, c'est-à-dire de l'argent qui n'a pas été utilisé. En fait, en laissant trop d'argent sur votre compte courant, vous prenez le risque après de le dépenser dans quelque chose qui ne soit pas vraiment utile plutôt que de l'investir. Mais il est évident que plus vous vous fixez un objectif d'épargne élevé par rapport à ce que vous dépensez, c'est-à-dire que concrètement vous vivez en dessous de vos moyens, et plus vite vous vous sentirez libre financièrement. Et on arrive du coup à la troisième chose que je vous encourage vivement à faire dès que vous recevez votre paye chaque mois, c'est d'automatiser vos virements vers votre épargne et vos investissements. Et aujourd'hui, il est très facile de mettre en place des virements programmés depuis presque n'importe quelle application bancaire, donc je vous invite vivement à le faire. Se payer en premier, c'est-à-dire investir et faire travailler son argent avant de payer ses charges, c'est la base d'une gestion budgétaire saine. N'attendez pas la fin du mois en vous disant je vais épargner ce qui reste, mais essayez d'anticiper et de faire de la création de votre capital une priorité. Ça vous permettra aussi d'avoir une relation un peu plus sereine avec l'argent et de ne pas avoir toujours peur de manquer, puisque si vous faites ça chaque mois, vous allez rapidement vous constituer ce qu'on appelle une épargne de précaution. Peu importe finalement le montant que vous visez, parce que ce qui compte c'est la régularité et c'est ça qui va vous permettre d'accumuler et d'atteindre progressivement une sécurité financière. Comme je le disais tout à l'heure, du coup la première chose à faire c'est vraiment d'essayer de se constituer une épargne de précaution, c'est-à-dire une somme d'argent disponible tout de suite au cas où il se passerait quelque chose d'imprévu. Mais l'idéal c'est que cette épargne de précaution soit située sur un livret qui profite quand même des intérêts composés. En France par exemple, chaque personne peut détenir un livret A et ou un livret de développement durable et solidaire et ces livrets sont plafonnés respectivement à 22 950 € et 12 000 €. Faut quand même savoir que ces livrets ne sont pas très performants puisqu'ils n'incluent aucune prise de risque et c'est pour ça que, à mon sens, ils devraient plutôt être considérés comme une épargne mais pas comme un investissement en soi. L'avantage quand même de ces deux livrets, c'est que c'est très facile de retirer de l'argent sans frais et rapidement. Pensez aussi, si vous y êtes éligible, au livret d'épargne populaire ou au livret jeune pour remplacer les deux précédents livrets que j'ai mentionnés. Alors tout ça, j'en parlerai spécifiquement dans une autre vidéo, mais je vous invite en attendant à aller vous renseigner. Cette épargne de précaution, retenez qu'elle doit correspondre idéalement à 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. Si vous décidez par exemple dans le même mois de changer votre voiture parce qu'elle tombe en panne, ainsi que votre frigo, votre lave-vaisselle et votre machine à laver, vous allez être un petit peu embêté et c'est là que peut intervenir cette épargne de précaution. Par exemple, si chaque mois vous dépensez 1 500 € pour vivre, toutes dépenses incluses, alors vous devriez avoir comme épargne de précaution une somme comprise entre 4 500 et 9 000 €. Tout ça, c'est pas une règle générale et évidemment ça dépend de votre situation, donc je vous invite à l'adapter en fonction de qui vous êtes. Avec cette épargne de sûreté, vous éviterez au maximum d'avoir à souscrire à un crédit à la consommation et ces crédits peuvent représenter une charge énorme dans le budget puisqu'ils incluent des taux d'emprunt des fois assez élevés. Alors attention à ne pas non plus vous servir de cet argent pour tout et n'importe quoi, comme par exemple vous financer un voyage ou des sorties excessives, mais essayez de le mettre de côté vraiment en cas d'urgence et d'imprévu. Une fois cette épargne constituée, et j'insiste, c'est vraiment la première chose à faire, vous pourrez ensuite vraiment vous consacrer aux investissements et à la manière de gagner un peu plus d'argent. Prenons un exemple, si vous décidez de placer 200 € par mois sur un support avec une rentabilité de 8% par an, alors dans 20 ans, vous auriez investi 48 000 € et avec le mécanisme des intérêts composés, vous auriez un total de 17 804 €, dont 69 804 € d'intérêt. J'ai pas fait du coup ce calcul à la main, j'ai utilisé un simulateur d'intérêt composé que je vous invite aussi à tester si vous avez envie de vous amuser un peu et de voir ce que vous pourriez hypothétiquement obtenir. Alors je reste quand même dans l'hypothèse ici parce que tout investissement présente un risque de perte en capital plus ou moins élevé en fonction des différents supports. Je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de cette prise de risque avant d'investir, puisque c'est pas parce que un support a très bien fonctionné pour quelqu'un à un moment donné dans sa vie qu'il va très bien fonctionner pour vous dans l'avenir. En fait ça on l'entend assez régulièrement, mais je pense que c'est très important, les performances passées ne reflètent pas les performances futures. Il existe tout un tas de supports comme le plan d'épargne en action, le plan d'épargne retraite, les assurances vie ou encore le compte titre, mais tout ça j'ai décidé de vous en parler dans une vidéo dédiée, donc si jamais ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je l'ai déjà un peu expliqué tout à l'heure, mais je préfère insister parce que c'est vraiment important. Gardez en tête que le livret A n'est pas un investissement en soi, mais c'est un moyen qui vous permet de sécuriser une somme d'argent pour la rendre disponible tout de suite. Son rendement est très faible, voire nul si on prend en compte l'inflation de certaines années, donc c'est pour ça que je vous invite vivement à réfléchir à d'autres supports d'investissement. Et la quatrième et dernière chose que je vous invite à faire dès que vous recevez votre paye, c'est d'investir en votre formation personnelle.
On parle beaucoup d'investissement financier et notamment sur cette chaîne, mais il ne faut pas non plus oublier que le principal investissement que vous puissiez faire, c'est de vous auto-former. Chaque mois, ce que vous pouvez faire, c'est identifier un ou des sujets qui vous passionnent, donc par exemple la cuisine, le sport, la méditation, les voyages, et décider d'y accorder une petite portion de votre budget pour vous former. Donc ça peut être en achetant des livres ou en achetant des mini-formations. Je pense que s'auto-former, c'est vraiment essentiel parce que ça vous permet de rester stimulé, de gagner en compétences, mais surtout de gagner en confiance en vous. Vous pouvez aussi très bien choisir de vous former en finance et en investissement, comme j'ai décidé de le faire il y a quelques années. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de savoir comment gérer mon argent et de vous partager aujourd'hui mes connaissances. Se former en quelque chose, ça vous aidera aussi à avoir un comportement actif et à prendre des décisions de manière à mettre en place un réel changement dans votre vie, peu importe le sujet dont il s'agit. Si on prend par exemple le sport, on sait qu'il a de multiples bienfaits, que ce soit sur le corps ou sur la santé mentale de manière générale, donc je pense que c'est important de ne pas le négliger. Tout dépend du sport que vous voulez faire, mais c'est largement possible d'exercer une activité physique sans dépenser trop d'argent. Et je pense même que si vous avez envie d'investir dans du matériel un petit peu spécifique pour vous perfectionner, c'est normal et c'est pas la peine non plus de se culpabiliser et de prendre le temps pour ce genre d'activité. Je dis pas non plus qu'il faudrait arrêter d'avoir des activités passives, je pense plutôt qu'il faudrait revoir la place qu'on accorde à ces différentes activités dans notre emploi du temps. C'est totalement ok de ne pas être productif 100% du temps et c'est même d'ailleurs plutôt sain. Dans votre budget, ce que vous pouvez faire, c'est dédier une certaine somme à vos activités de détente et de loisirs puisqu'elles ont tout à fait leur place. Je pense que l'important ici, c'est vraiment de réfléchir consciemment à ce qu'on fait de notre argent et à pourquoi on le fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura motivé à faire les bons choix. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter si vous avez envie de partager votre expérience ou de me faire simplement un retour sur la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo.